Bonjour, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Aujourd'hui, deuxième partie de ma vidéo sur l'autoguidage. Je vais vous présenter mon système qui est un système avec diviseur optique et je vais aussi vous présenter un chercheur qui vous permettrait de faire du guidage via une bague d'adaptation pour y mettre une caméra d'autoguidage. Allez, c'est parti! Alors on va commencer par le chercheur 50 mm. Alors le chercheur 50 mm, c'est un chercheur classique que vous retrouvez souvent sous beaucoup de marques, dont Skywatcher. Donc en fait, ces chercheurs, ils ont la particularité d'avoir l'œilleton qui se dévisse comme ceci. Et ça nous permet d'y adapter une bague. Alors ils appellent ça une bague au format Skywatcher, au filetage Skywatcher. Alors pourquoi, je ne sais pas, hein, mais j'essaie de vous mettre le lien dans cette vidéo de la fameuse bague. Et cette bague vous permet d'y adapter donc une caméra au coulant 31-75. Donc en fait ça revient comme si vous aviez cette petite bague qui s'insère à l'intérieur, fixée. Et le mieux c'est d'utiliser donc une caméra comme je vais vous présenter plus tard, qui est directement au format 31-75. Donc vous pourrez faire la mise au point ensuite via la bague sur le devant en dévissant, mais aussi en venant jouer, imaginons que c'est la caméra, sur la profondeur de la caméra. Alors ce système est très pratique, tout simplement parce qu'il est très léger et il est relativement efficace, hein. Franchement, même pour des focales à 1000, moi j'ai pu tester et le voir, ça marche très bien, vraiment très bien. Après, petit bémol, c'est la fixation du chercheur. Je vous conseille de le changer. Il y a des fixations spéciales autoguidage pour chercheur. Parce que là il y a quand même pas mal de flexion, pas mal de jeux, donc à éviter. Alors voici mon système d'autoguidage principal. Donc il est réalisé grâce à un diviseur optique intégré à un roue à fil de chez Starlight Express. Alors le gros avantage de ce système, c'est que vu que le diviseur optique est intégré à la roue à filtre, on gagne de ce fait l'épaisseur d'un diviseur optique. En règle générale, les diviseurs optiques sont placés devant la roue à filtre, jamais derrière. Tout simplement parce que si on a des filtres narrowband, eh bien, on perd énormément en luminosité sur notre caméra de guidage. Donc le diviseur optique est toujours placé sur le devant. Mais si on a un diviseur optique sur le devant, on perd de ce fait l'épaisseur de ce diviseur optique pour pouvoir venir régler correctement notre back focus de notre caméra. Et on sait que le back focus est très important en imagerie car ça nous évite d'avoir des étoiles déformées dans les coins. Donc comment marche un diviseur optique? Eh bien c'est très simple, on a un petit prisme, un petit miroir à 45 degrés à l'intérieur qui nous renvoie la lumière arrivant du télescope à 45 degrés vers la caméra d'autoguidage qui se trouve sur l'eau. Alors on peut venir régler la profondeur du prisme, voilà, en dévissant une vis et on peut venir régler. Bien sûr il faut venir le mettre à une bonne distance du capteur. Le capteur il est au centre, c'est à vous de gérer cette distance là. Il ne faut pas venir trop obstruer le capteur, même si le FAT corrige, il corrige quand même à un certain niveau. Il ne faut pas venir le placer trop devant. Alors avant de parler de la mise au point, il faut savoir qu'il y a un prérequis pour bien installer son diviseur optique. Donc c'est-à-dire il faut que la distance entre l'axe du diviseur optique et le capteur soit la même que la distance entre le prisme et le capteur de la caméra de guidage. Alors l'avantage de chez Starlight Express, c'est qu'il nous donne des schémas avec toutes les distances à respecter pour avoir une bonne mise au point en même temps, donc sur la caméra imageuse et la caméra de guidage. C'est très important de respecter ça, car ici on a quoi? On a peut-être 1 cm pour venir régler la mise au point. La mise au point se règle en venant jouer sur la hauteur de la caméra de guidage sur le diviseur optique. Mais si vous êtes trop éloigné, ben, le capteur viendra taper sur le diviseur optique. Ou alors ben, vous vous retrouvez comme ça, vous ne pourrez pas utiliser votre caméra de guidage. Donc c'est le premier prérequis. Alors comment on vient régler une distance équivalente entre le diviseur optique et la caméra d'autoguidage, celle-ci et le diviseur optique et la caméra imageuse?
Alors, vous pouvez le voir, peut-être ici, j'ai une bague. Donc quand je parlais du back focus, quand vous allez venir calculer votre back focus, vous pourrez jouer autant sur le devant que sur l'arrière. Donc côté caméra CCD ou avant le diviseur optique. Donc c'est à vous de venir jouer sur la bague côté caméra CCD pour venir régler une bonne distance entre le diviseur optique et la caméra CCD. C'est le prérequis avant de pouvoir utiliser un diviseur optique. Et c'est même une chose à réaliser avant d'aller dehors imager. Ça peut se faire de jour, c'est très simple. Avec le schéma, vous pouvez calculer quelle bague vous devez mettre ici pour réussir à avoir la mise au point avec votre caméra de guidage. Ensuite, quand vous avez réglé la profondeur, donc le back focus, la profondeur de votre diviseur optique, maintenant la mise au point se fait très simplement, c'est-à-dire vous allez venir régler votre mise au point avec votre caméra imageuse en premier. Donc via votre porte oculaire, hein, c'est très simple, vous venez régler la mise au point. Et seulement ensuite, vous allez régler la mise au point de la caméra d'autoguidage en jouant sur sa hauteur. C'est très important de faire dans ce sens. On ne vient jamais faire l'inverse, ça ne marchera pas. Alors j'espère que ces petites précisions sur le diviseur optique vous auront servi. On va aller voir tout de suite sur l'ordinateur les réglages, les pré-réglages pour les logiciels d'autoguidage. Et ensuite, dans une partie numéro 3 de cette vidéo, je viendrai vous montrer donc un guidage en live que j'aurai enregistré dès qu'il fera beau et dès que j'aurai le temps de sortir. Voilà, allez, on se retrouve sur l'ordinateur. Alors, nous voici sur l'ordinateur. Je vais d'abord présenter le logiciel PHD de Guiding, ce que vous utilisez sûrement le plus. Donc, première chose à faire est de venir cliquer ici sur les paramètres avancés, le petit cerveau. Alors, l'onglet global, lui, ici, c'est vraiment à vous de voir, hein, où c'est que vous voulez enregistrer le log et tous ces petits paramètres, c'est à vous de voir. On va passer tout de suite plutôt à caméra. Alors, propriété générale de la caméra, donc on peut retrouver ici une réduction du bruit. Bon, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est à vous de voir si votre caméra est très bruitée. Si par exemple vous avez que des étoiles qui sont très faibles, vous allez avoir une montée du bruit énorme, mais des fois on va pas savoir entre l'étoile ou le bruit la différence. Donc ça, le logiciel, il va faire une petite réduction de bruit. Alors les pauses en auto ici, le logiciel est capable de venir gérer les temps de pause en fonction de l'étoile. Donc si l'étoile commence à faiblir, et bien ici on a le ratio signal sur bruit à partir de 6. Il va venir augmenter donc le temps de pause. Donc ici vous venez gérer ça, entre 1 seconde et 5 secondes, c'est très bien. Pas plus parce que après on risque d'avoir un problème de guidage vraiment avec des grosses corrections. Ici taille de pixels, on va mettre quelque chose d'un peu plus cohérent. Alors ça c'est important de le régler, la taille de pixels et la focale, ça vous permet d'avoir sur le logiciel des paramètres en arc seconde qui sont cohérents avec votre matériel. Sinon vous n'aurez pas une réelle image de si votre guidage est bon ou pas bon. En ce qui concerne la région de recherche, c'est une fenêtre qui est créée autour de votre étoile de guidage. Donc il faut savoir que si votre étoile de guidage sort de cette fenêtre, vous n'aurez plus de guidage. Donc je vous conseille d'augmenter un petit peu cette valeur, tout simplement parce que ça peut arriver qu'on peut avoir une grosse bourrasque devant, donc si l'étoile sort de cette fenêtre, le guidage il va plus fonctionner. Le logiciel ne va plus guider. Donc ça serait dommage de perdre un nombre de pauses conséquent si vous n'êtes pas à côté, que vous n'avez pas vu ce petit problème. Alors, ici, calibration, on va mettre, ici c'est la focale de votre instrument, moi c'est 800 mm. Vous venez cliquer calculer, donc ici on retrouve toutes les valeurs, 800, donc la focale, la taille des pixels. Alors le pas de calibration c'est un autre point qui est important, c'est-à-dire le logiciel pour déterminer dans quel sens il doit guider, il doit faire une calibration. Donc lors de cette calibration, il va lancer des mouvements à la monture et il va venir détecter dans quel sens bouge la monture en fonction de ces mouvements-là. Donc il faut savoir que si vous avez du jeu dans votre monture, il peut détecter aucun mouvement. Donc le mieux c'est de mettre une calibration un peu plus longue, c'est-à-dire il va lancer des mouvements un peu plus longs pour venir détecter ce mouvement. Donc c'est ici que ça se joue, donc moi j'ai mis 20, je crois que de base c'est 15, mais si vous avez des problèmes avec donc les jeux de votre monture, vous venez augmenter ici cette valeur. Donc on va cliquer OK.
Ensuite, les algorithmes. Hystérésis, c'est un algorithme utilisé uniquement pour l'ascension droite. Tout simplement parce qu'en ascension droite, vous allez avoir un seul mouvement de la monture. On ne vient pas guider à l'envers. Donc on viendra juste uniquement diminuer ou accélérer la monture dans ce sens. Donc l'hystérésis, lui, il va venir vérifier quel mouvement il a donné précédemment et comment a réagi la monture. Il va créer un espèce de calcul avec le mouvement qu'il aurait donné par la suite, et il va mélanger tout ça pour donner le mouvement réel qu'il va donner. Donc ça, c'est le taux de mélange entre le nouveau calcul, le nouveau calcul et ce qu'il aurait donné. C'est en pourcentage. Enfin, franchement, je vous explique ça succinctement. C'est vrai, je connais pas exactement comment ça fonctionne. Mais bon, franchement, ça ne joue sur quasiment rien. Donc, vous laissez 10%, vous jouerez plus facilement sur l'agressivité ou sur d'autres paramètres que sur l'hystérésis. Ensuite, la déclinaison. Alors, la déclinaison, c'est l'inverse. Là, on va venir jouer dans les deux sens. On va venir changer de sens dans les mouvements. Donc, on va donc mettre un algorithme de resist switch. Donc ici, nous avons, ça nous permet donc d'avoir une compensation des jeux. Donc les jeux d'engrenage, c'est-à-dire quand on va changer de sens, les engrenages ils peuvent avoir des jeux. Donc ces jeux-là peuvent être compensés ici en mettant une certaine valeur. Donc ça c'est entièrement votre matériel qui vous le dira et les essais. Là je peux rien vous conseiller. Si je peux vous conseiller une seule chose, c'est de ne pas le cocher. Et si vous si vous guidez avec le port ASCOM en EQ mode, je veux dire, et EQ mode lui va gérer ça très bien. On va aller voir d'ailleurs tout de suite. Alors quand tout ça c'est fait, on va venir cliquer sur le petit logo ici. Donc ensuite, alors moi je vais être en simulateur ici, tout simplement parce que je n'ai pas la monture ni la caméra de connecter, mais je vais vous montrer donc comment faire. Donc caméra ici, vous venez sélectionner votre caméra de guidage, non pas la caméra imageuse. Attention, ne vous trompez pas. Ici, EQ mode, alors si vous guidez par pulse guide avec le câble EQ mode, c'est EQ mode ASCOM HEQ5, HEQ6. Ou sinon, si vous guidez avec le port ST4 directement de votre caméra, c'est on camera. Mais je vous conseille vraiment de guider avec le pulse guide. Donc on va sélectionner EQ ASCOM. Et on vient cliquer le petit symbole ici. Alors pourquoi guider avec le pulse guide? Tout simplement parce que EQ mode est capable de gérer énormément de paramètres en plus de votre logiciel de guidage. Et ça vous affranchit d'un câble. Un câble, ça peut traîner, ça peut prendre le vent et ça fait du poids. Donc si on peut s'en affranchir, c'est le mieux. Donc guiding ici, on vient sélectionner ASCOM Pulse Guide et non pas ST4. Voilà, et on clique tout connecter. Voilà, donc notre logiciel il est prêt à réaliser sa calibration. Donc je ne pourrai pas la faire parce que je ne suis pas en condition, mais je ferai une troisième vidéo sur le sujet dès que j'aurai quelques étoiles dehors et que j'aurai un petit peu de temps. Alors, on va venir voir un petit paramètre quand même dans EQ Mode, c'est la petite case qui est ici. Donc comme je vous le disais, je vous ai parlé des jeux en déclinaison qui étaient réglables dans EQ Mode, et bien ça se passe ici. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas cocher la case dans PHD et de venir régler les jeux directement en live pendant le guidage avec ce paramètre là. Donc là vous pourrez l'augmenter et voir directement sur les courbes l'effet que ça a. Alors ici je vous conseille de mettre de base 0.3 en règle générale on est entre 0.3 et 0.5 avec une monture EQ6. Donc là c'est pareil, ça dépend du réglage de votre monture. Là ce sera à vous de voir et de faire des essais. Donc voilà, ça c'était pour PHD2, on va aller voir tout de suite un petit peu comment marche Prism. Alors sur Prism, ici on va aller dans configuration du matériel, et monture et pointage ici. Donc il faut sélectionner monture ASCOM, voilà, choisir le type des montures, et on va venir sélectionner EQ ASCOM. Bon, simulateur ici, mais HEQ5, HEQ6 pour votre monture, on va dire le paramètre normal. Donc propriété. Et on va retrouver exactement les mêmes paramètres que tout à l'heure. Donc je ne vais pas revenir dessus. On va cliquer OK. Et hop, juste pour... OK. Voilà, donc on va venir se connecter ici au télescope.
et à la caméra. Alors lorsque votre matériel est connecté, vous allez cliquer ici sur calibration. On va retrouver un petit panneau. Donc ici on va retrouver la durée du mouvement en ascension droite et en déclinaison. Alors je vous conseille ici de mettre 10 secondes. Bon ici on va laisser 5 pour l'exemple, mais en général 10-15 secondes c'est mieux. Ça permet de compenser certains jeux de votre monture et de valider une calibration plus facilement. Bon ici le binning de votre caméra, laissez 1 pour la calibration. Si vous galérez à trouver des étoiles, ça m'étonnerait parce que vous pouvez sélectionner la zone du ciel à laquelle vous faites votre calibration. Et ben vous pouvez sélectionner bin 2, mais bon je vous conseille bin 1. Le reste on ne touche pas et on clique OK. Donc après il va prendre une photo. Donc l'avantage de Prism en simulation, il simule quelque chose de correct. Donc on va en profiter pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sous Prism. Il faut savoir que c'est à peu près la même chose sur tous les logiciels, donc ça donne quand même déjà un bon exemple. Alors ici on va sélectionner l'étoile à laquelle on veut réaliser la calibration. Il va lancer des mouvements en ascension droite pendant 5 secondes. Maintenant il reprend une pause. Donc on voit que l'étoile a été décalée. On la resélectionne. Il refait un mouvement pendant 5 secondes, cette fois en déclinaison. Voilà, il reprend la pause et on voit que l'étoile à chaque fois bouge. Donc encore 2 étapes à réaliser. Voilà. Et la dernière. Voilà, donc il nous dit calibration réussie. On clique OK. Donc ici on a l'image du mouvement qu'a réalisé l'étoile pendant les mouvements. Donc là maintenant Prism il a enregistré dans ses paramètres, voilà, si il lance un mouvement en déclinaison dans ce sens, ça aura tel effet sur la monture. Ça c'est ce qu'on appelle la calibration. Et maintenant on peut lancer par exemple un guidage. Donc quand on clique sur guidage, ici on a une fenêtre principale qui s'ouvre. Donc on va retrouver exactement les mêmes paramètres qu'on a vu précédemment sur PHD2. Entre autres ici la taille de la fenêtre autour de l'étoile de guidage, donc 40 pixels ici. Vous pouvez augmenter, vous pouvez mettre 100 pixels par exemple, car ça a strictement le même effet que sur PHD2, c'est-à-dire si l'étoile sort de ce cadre, vous n'aurez plus de guidage. Donc autant que la fenêtre soit assez grande. On ne va tout de même pas guider sur toute l'image, tout simplement parce que les temps de téléchargement des images en fonction des caméras, ça peut fluctuer, donc ça peut ralentir votre guidage. Donc on fait toujours un fenêtrage. Donc ici on va laisser par exemple 100 pixels. Alors délai entre les acquisitions, vous pouvez laisser une seconde. De toute façon en règle générale on va guider entre 1 seconde et 5 secondes. Donc bon, vous pouvez laisser une seconde. Ça ne correspond pas au temps de pause. Ça correspond vraiment combien de temps il va laisser entre les différentes pauses. Donc niveau minimal de l'étoile guide, donc sans ADU. Ici c'est tout simplement, voilà, quand il va vouloir sélectionner une étoile, s'il le fait en automatique, il va sélectionner une étoile qui est au-dessus de 100 ADU. Donc ça permet, si votre caméra de guidage est un peu bruitée, de bien définir voilà, que la luminosité de l'étoile ne soit pas mélangée dans le bruit. Donc on peut venir, bon ici augmenter par exemple à 2 ou 300, c'est même meilleur. Mais plus ce sera haut ce chiffre, et moins il trouvera d'étoiles s'il n'y en a pas beaucoup dans le champ. Ou si les étoiles sont très faibles. Si vous n'avez que des étoiles faibles dans le champ, vous risquez de ne pas guider. Il dira, bah moi je refuse de guider sur une étoile, elle est à moins de 100 ADU. Donc bon, c'est un compromis à trouver. Bon ici on va rien toucher. Ça non plus, on ne touche à rien. C'est réglable pendant le guidage. Ici tout pareil, on clique OK. Et là il va lancer donc une pause où on va sélectionner une étoile ici. Alors il faut savoir qu'il est capable de guider aussi sur des étoiles qui sont ovales. Hein, donc n'ayez pas peur de ça, si vos étoiles sont ovales, il va quand même réussir à calculer son centre, son centroïde. Donc voilà, là on peut voir qu'il a lancé le guidage. Ici on a les paramètres que je vous parlais précédemment. Donc bon là c'est du pixel, alors pixel et arc seconde. Donc vous l'avez en arc seconde uniquement si vous avez bien réglé, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la taille de pixels et la focale de votre instrument. Si vous avez mal réglé ce paramètre, vous ne le prenez pas en compte, surtout pas, pour se donner une image du guidage, s'il est bon ou pas, parce qu'il sera erroné, le calcul sera pas bon. Il faudra plutôt prendre le pixel.
Après, bon, ça c'est vraiment pour se donner une idée, hein, ça n'empêche pas le guidage. Donc ici, on peut retrouver quelques paramètres. Le contrôle, ici, c'est ce qu'on va venir régler tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est le réglage à trouver. Après, quand il est trouvé, en règle générale, on ne vient plus le toucher. Mais c'est l'agressivité du guidage. Donc là, vous allez voir comment réagit votre guidage. Si il corrige bien ou pas bien. S'il corrige pas bien, vous pouvez augmenter. Ou si vous voyez qu'il fait vraiment des grosses dents de scie, vous pouvez venir le diminuer. C'est l'agressivité. Et ici, c'est là qu'on vient régler le temps de pause pour le guidage. C'est-à-dire, si l'étoile est très faible, vous pouvez augmenter ce temps de pause pour l'avoir un peu meilleur. Donc, en général, vous pouvez régler entre 1 et 5 secondes. Donc voilà. Après, je ferai comme je l'ai dit précédemment, une vidéo directement en live sur mon autoguidage et sur mon système imageur complet, donc pendant une séance de prise de vue. Dès qu'il fera beau et dès que j'aurai du temps surtout. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite un bon ciel à tous et n'hésitez pas à me laisser des petits j'aime et des commentaires, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Allez, au revoir.